La tentative d'échouer du coup d'État et la question du fichier électoral, menu essentiel d'une conférence de presse animée ce matin par le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou. Il est jeune, il est porteur d'espoir, il s'appelle Abdelkader Oumarou Alpha. Il est candidat aux prochaines législatives de 2016 et il a présenté son projet de société ce matin à la Maison des Jeunes Diade Sekou. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir et merci d'être avec nous sur la télévision Labari. À l'instant, je vous donne lecture de cette brève qui vient de nous parvenir. En effet, nous venons d'apprendre que deux opposants politiques sont retenus dans les locaux de la police judiciaire de Niamey depuis cet après-midi de samedi. Il s'agit de Doudou Rahama, un proche du président Maman Ousmane, et de Ibrahim Hamidou. Il est membre du bureau politique national du MNSD Nassara. Nous ignorons pour le moment le motif de leur interpellation. D'une brève à un communiqué de presse de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, à l'occasion de la fête de la République célébrée hier 18 décembre à Maradi. L'association nigérienne pour le civisme et la croissance, très préoccupée par un consensus politique fort autour des grandes questions qui engagent la vie de notre chère nation, invite sans tarder notre classe politique dans son ensemble à se retrouver dans la sérénité et le respect mutuel, ce au niveau du Conseil national du dialogue politique CNDP pour un consensus fort et historique sur toutes les questions relatives au processus électoral. Poursuit le même communiqué au nom donc de l'idéal commun d'ancrage dans les mentalités de chaque homme et de chaque femme, de la culture des valeurs républicaines et démocratiques. L'association nigérienne pour le civisme et la croissance rappelle encore une fois à la Commission électorale nationale indépendante CENI son caractère indépendant, son devoir de neutralité vis-à-vis des forces politiques et l'engagement devant Dieu et les hommes de ses responsables sous serment confessionnel d'organiser des élections libres, transparentes, honnêtes, crédibles, inclusives et apaisées, acceptées de tous au seul profit du Niger, sur la base du fichier électoral consensuel qui ne souffre d'aucune contestation. Fait à Niamey le 19 décembre 2015, signé le président Mousselmi Malan Sita. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres, quelques jours après l'échec d'un coup d'État déjoué contre le régime d'Issifou Mahamadou, le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou a animé une conférence de presse ce matin même. Deux points ont été développés, la tentative du coup d'État déjoué et la question du fichier électoral. Le ministre Hassoumi Massaoud a donc annoncé l'arrestation de 9 officiers de l'armée nigérienne. La quintessence de cette conférence de presse avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. C'est le président de la République Issoufou Mahamadou qui l'a confirmé dans son message à la nation du 17 décembre dernier. Un coup d'État vient d'être déjoué contre le régime de la 7e République. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, revient dans les détails. Ils avaient projeté de faire cette action le 18, le vendredi 18, au retour du président du défilé militaire de Maradi. Parce que, semble-t-il, ceux qui connaissent, c'est le moment le plus favorable quand la garde présidentielle rentre. Il semble que c'est le moment le plus favorable pour eux pour pouvoir intervenir et neutraliser la défense du président. Mais, à la veille de leur arrestation, ils ont été arrêtés le lundi matin. Donc, le dimanche, ils ont changé d'option. Ils avaient avancé la date d'exécution de leur projet et l'ont ramené au 17. Nous nous étions retrouvés, évidemment, devant une décision à prendre. Ils ont été suivis, je voudrais le dire, depuis près d'un mois. Et on attendait qu'ils arrivent à la fin de leurs préparatifs pour pouvoir agir. Des échanges de SMS et de correspondance entre eux sont à notre disposition. Donc, par conséquent, à la disposition de l'enquête. Une enquête de la gendarmerie est en cours pour éclairer davantage les Nigériens. Pour l'instant, aucun civil n'est impliqué dans cette tentative de coup d'État, précise le ministre Hassoumi Massaoudou. Il s'agit
sont pas de complicité civile. Nous ne faisons pas de lien entre ce climat d'appel à la haine, à la violence et au soulèvement militaire, ces appels à la délégitimation du pouvoir politique et du gouvernement. Nous ne faisons pas de lien direct. Mais c'est un fait, c'est aussi ça le contexte qu'ils ont créé, c'est aussi ça leur propos. Heureusement que nous sommes suivis par personne. Les Nigériens commencent à en avoir marre de ce discours haineux, de ce discours extrémiste que nous n'avons jamais connu dans un contexte où les choses se passent normalement. Pour le moment, nous n'avons, au niveau actuel de l'enquête, il s'agit essentiellement de militaires. Mes amis, il est curieux qu'un d'entre eux ait déjà dit à certains de ses visiteurs qu'à partir du 18, il y aura des changements. Bon, ça, je le dis de manière tout à fait parallèle, mais ça n'est pas une preuve. Le ministre de l'Intérieur a profité pour saluer les autres éléments de forces armées nigériennes qui ont contribué pour faire échec à cette tentative du coup d'État. Cette conférence de presse d'ailleurs du ministre Hassoumi Massaoudou que vous suivrez juste en partie magazine de cette édition. Toujours dans le même ordre d'idées, je vous donne lecture de cette brève. Tous les complices identifiés au nombre de 9 sont arrêtés. Il s'agit du général Salou Suleiman, le colonel Ididan Hawa, le lieutenant-colonel Tahirou Zerma, le lieutenant-colonel Nare Maïdouka, le commandant Issifou Umoru, le capitaine Amadou Chikaraou, le capitaine Issa Amadou Kounke, le lieutenant Kouraou et le sous-lieutenant Ousmane Awal Ambali. La suite de ce journal, mais toujours dans le même registre, le processus électoral en cours au Niger est le plus inclusif et plus transparent au Niger. Ce sont les propos du ministre Hassoumi Massaoudou lors de la conférence de presse ce matin. Cependant, autre son de cloche, le fichier en cours d'élaboration est contesté par l'opposition politique. Le reportage est signé par nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Le climat politique devient de plus en plus tendu entre l'opposition et le pouvoir. L'opposition campe toujours sur sa position. Il faut auditer le fichier électoral. Le Niger est le seul pays de la sous-région dont le fichier électoral n'a pas fait l'objet d'un audit intégral et indépendant en conformité avec les standards internationaux. L'audit du fichier électoral tant souhaité par l'opposition est fait. Le Niger se dote désormais d'un fichier électoral le plus fiable que le pays ait connu, déclare le ministre de l'Intérieur. Il n'est plus question d'audit, à plus forte raison, un audit international est un gros mot, une opération très simple. Pour eux, l'audit international, ça ouvre la voie au report des élections et à la sortie du cadre constitutionnel. Nous avons eu un fichier qui a été fait dans les conditions de transparence telles que je n'en ai jamais connues depuis que je suis les élections, depuis 1992, depuis que je participe à ces élections-là. Jamais il n'y a eu une inclusivité dans la préparation du fichier à ce niveau-là. Des brigades de recensement au comité dans les villages, dans les quartiers, au niveau de la commune, au niveau des départements et au niveau de la région, ensuite au niveau national. Ça a été toujours fait avec la majorité, l'opposition et les non-affiliés, ainsi qu'au niveau du comité national du fichier électoral. Jamais je n'ai vu un processus aussi inclusif. Ainsi, l'opposition pose comme condition l'élaboration d'un fichier consensuel et crédible pour aller aux élections de 2016. Ces élections auront lieu aux dates prévues par la CENI, avec ou sans opposition, a laissé entendre le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou. La Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sekou, quant à elle, a servi de cadre ce matin à une activité du parti Nouvelle Génération pour le Niger, NGN Halal. Au menu, une déclaration pour présenter au titre de la commune 4 son projet de société pour les prochaines législatives de 2016 au nom du parti NGN Halal. Il s'agit de M. Abdelkader Umoru Alpha. Les images de Abdoulaye Soumaïla commentées dans ce compte-rendu de la rédaction. Ce rassemblement est celui du parti Nouvelle Génération pour le Niger NGN Halal. Objet d'une telle mobilisation, le lancement du projet de société du candidat aux législatives 2016 au titre de la commune 4, à la personne de M. Abdelkader Umoru Alpha. Présenté à l'assistance, le projet est axé sur divers volets. C'est dans cet esprit que je vous présente le projet de société que j'ai.
Il est axé sur 3 volets, notamment la lutte contre la pauvreté, l'insertion des jeunes et l'autonomisation de la femme. 1000 jeunes seront formés dans le cadre professionnel par an. 1000 foyers vulnérables seront touchés chaque année dans la communauté urbaine durant le mandat à la prochaine législature dont je suis candidat. Et entend intensifier les liens entre l'économie et l'enseignement pour offrir à nos concitoyens les moyens d'une formation d'excellence, stimulant toutes les formes de créativité et de talent. La commune 4 regorge d'autant de potentialités, d'où cet élan communal pour la sortir des sentiers battus. Cet élan communal passe par 3 grands axes principaux. Innover, simplifier et rassembler autour de 3 axes fondamentaux. La réduction de la pauvreté, l'insertion des jeunes et l'autonomisation de la femme. Innover d'abord, nous le savons, la commune 4 ne retrouvera sa vitalité économique et sa place dans le pays qu'en positionnant ses activités au sommet de l'échelle des valeurs. De l'économie contemporaine, tenter de produire la même chose que les pays émergents qui ont des standards sociaux et environnementaux infiniment plus bas que les nôtres est une stratégie sans issue. Au regard de son projet de société, Abdelkader Oumarou Alpha entend incarner une nouvelle génération de jeunes politiciens qui ne privilégient que le seul intérêt qui vaille, celui du Niger. L'UDTN, c'est l'Union démocratique des travailleurs du Niger. En effet, l'Union s'est réunie ce matin en session extraordinaire. Occasion pour l'UDTN de rendre publique une déclaration relative non seulement à la situation sociopolitique, mais aussi économique du pays. Nasser Dantofo et Chebou Guisso. Dans leur déclaration, l'Union démocratique des travailleurs du Niger a d'abord fait cas de la détérioration du climat social qui, selon cette structure, est caractérisée par le soulèvement des structures syndicales et de la société civile. Cette fronde sociale se justifie par les immixtions récurrentes du pouvoir dans les affaires judiciaires, des affaires douanières et que sais-je encore. Pire, le non-respect des engagements avec les partenaires sociaux. Le musellement des hommes et des femmes de la presse sont autant des écarts qui rendent sombre l'atmosphère sociale au Niger. Par conséquent, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, fustige avec véhémence ces pratiques antisociales et apporte son soutien sans réserve à toutes les forces sociales engagées dans la lutte pour la préservation des acquis arrachés des hautes luttes. L'UDTN s'est également prononcé sur la situation sécuritaire et politique du pays. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, se félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent ni leur temps ni leur effort pour la défense de l'intégrité du territoire national menacé. L'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, suit avec désarroi les confrontations stériles auxquelles se livrent les acteurs politiques. À ce niveau, nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne à un sursaut patriotique qui devra permettre de trouver un terrain d'entente pour une meilleure organisation des élections futures. L'Union démocratique des travailleurs du Niger a enfin lancé un appel à tous ses militants de se tenir prêts pour un éventuel mot d'ordre. Restons toujours au même registre des déclarations et sachez que la coordination nationale des syndicats non affiliés Consina a aussi rendu publique une déclaration ce matin. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique du pays, mais aussi à la vie de ses syndicats membres. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Abdoulaye Souley et Nafissa Zakou. Examiner la situation sociopolitique du pays ainsi que celle ayant trait à la vie des syndicats membres, c'est l'objectif visé par la coordination nationale des syndicats non affiliés Consina à travers cette déclaration. La coordination nationale des syndicats non affiliés condamne les actes barbares perpétrés par les éléments de la secte Boko Haram sur des paisibles citoyens, réitère son soutien
aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte pour la préservation et la protection de l'intégrité du territoire national. 2. De la situation politique. La coordination nationale des syndicats non affiliés se félicite de l'installation effective de la CENI et l'encourage dans sa lourde mission de gestion du processus électoral. S'indigne contre certains actes et comportements qui jurent avec les principes dans un état de droit. Invite la classe politique à dépassionner le débat politique et à faire preuve d'esprit de responsabilité afin de trouver un consensus durable en vue de la tenue des élections apaisées dans un climat de stabilité. Concernant la vie des syndicats membres, la CONSINA condamne les attaques gratuites et injustifiées dirigées contre les magistrats par certains politicards à mal de notoriété. Condamne les interférences des autorités politiques dans les missions régaliennes de mobilisation des ressources internes dévolues à la douane nigérienne. S'indigne contre toutes les formes de chantage et d'intimidation dirigées contre les syndicats membres de la coordination. Apporte son soutien indéfectible au syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, dans son combat pour l'indépendance de la justice dans notre pays. Encourage le SNAD à soutenir ces militants dans leurs tâches quotidiennes de mobilisation des ressources internes et à veiller pour une protection accrue de nos deniers publics. Interpelle le président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'administration, relativement à son serment de respecter et de faire respecter la constitution de notre pays. Rappelons que la CONSINA regroupe en son sein 6 syndicats, le SNAD, le SNEX, le SAMAN, la SINCAT, le SINAFEN et le SENA. Ces collectifs demandent à sa base de rester mobilisés pour les actions futures pour la sauvegarde de l'état de droit et la préservation du cadre démocratique. Actualité dans nos départements, la coordination régionale moderne FA de Tillabéri était en fait ce jour samedi 17 décembre 2015 à Walam. Il s'est agi pour les membres de cette coordination de tenir les assises de leur conférence régionale pour la désignation des candidats à la députation, de tenir un meeting et procéder en fait à l'inauguration officielle de la coordination démocratique moderne FA Roumana. Le résumé de toutes ces activités avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. C'est un accueil grandiose à l'entrée de la capitale du Zarmaganda, Walam, qui annonce les couleurs de ce rendez-vous des militantes et militants du Modem Faloumana de la coordination régionale de Tillabéri. Une rencontre qui fait office de conférence régionale pour la désignation des futurs candidats aux élections législatives à venir dans le pays, comme l'a si bien souligné le coordinateur régional Modem Fa de Tillabéri à l'assistance. Notre conférence régionale rentre dans le cadre de la préparation des élections générales 2016. Il s'agit d'entériner le choix des candidats aux élections législatives après les choix opérés par les coordinations communales et de lancer la pré-campagne qui doit nous permettre de débarrasser notre pays des dirigeants actuels qui ont excellé dans le mensonge, la délation, le pillage des ressources de l'État et la mise à mal de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Les autorités de la 7e République ont, vous le savez, procédé au classement des Nigériens en amis et en ennemis. Les magistrats en intègres et en non intègres. Les postes dans l'armée en postes marginaux et non marginaux. A noter que sur les 26 candidats titulaires et leurs suppléants, on dénombre 18 femmes. Aussi, l'on peut aisément constater la reconduction de la quasi-totalité des députés actuels et d'autres ténors de la région. Un choix de ces hommes et femmes qui a été agrémenté par un meeting à la grande place publique de Walam.
À ce niveau, pour la mobilisation, les images se passent de tout commentaire et les interventions des responsables des différentes structures du parti témoignent de leur satisfaction pour cette grandiose manifestation. La joie est davantage immense du côté du coordinateur départemental de Walam pour avoir accueilli ces festivités avec brio. Au vu de ce qu'on a eu comme monde, c'était plus qu'au-delà de nos attentes. Donc, sincèrement, on ne peut que dire merci à la population de Walam et merci à tout le monde qui a pu quand même abandonner tout ce qu'ils ont comme tâche pour répondre présent à notre appel. Si on est aujourd'hui avec les gens, c'est parce qu'on est honnête avec eux, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qu'on est toujours dans le terroir, on vit le bon tout comme le mauvais avec eux, on est ensemble nuit et jour, donc on n'a rien à leur dire. Ils sont convaincus de notre démarche et de notre engagement et ils savent à qui ils ont affaire. Donc les temps d'illusion et autres, c'est fini, ce n'est plus le moment. Soulignons que pour boucler cette rencontre des l'humanistes de la région du fleuve en beauté, le coordinateur régional Issoufou Issaka, le coordinateur départemental Hima Halidou et celui communal de Walam Mahmoudou Gati ont procédé à l'inauguration officielle du tout nouveau siège abritant la coordination départementale de Walam, gracieusement offert par un fervent militant du parti de Amamadou. Preuve que le Zarmaganda et sa population sont loin d'être en désamour avec le modem Faloumana. La page internationale de cette édition, l'Espagne à la veille de législatives cruciales, les partis Ciudadanos et Podemos issus du mouvement des indigènes devraient faire selon toute logique leur entrée au Parlement, mettant ainsi fin à plusieurs années de bipartisme. Florent Rodou nous résume ici en images les lignes politiques de ces nouveaux venus dans la scène politique espagnole. Ils incarnent à eux deux la nouvelle scène politique espagnole. À gauche de l'image, Podemos, le parti de Pablo Iglesias. À droite, Ciudadanos, emmené par Alberto Rivera. Présent dans le paysage politique depuis janvier 2014, Podemos appartient à la gauche radicale espagnole. Durant sa campagne, il a bénéficié du soutien de la maire de Barcelone, ce qui lui a permis de combler une partie de son retard dans les sondages. Le parti de Pablo Iglesias pourrait d'ailleurs arriver en tête en Catalogne, où il a promis d'organiser un référendum sur l'indépendance s'il est élu. Parmi les mesures phares de Podemos, l'introduction d'un revenu garanti de 600 € pour tous et l'augmentation de l'impôt sur le revenu de 45 à 55% pour ceux qui touchent plus de 300 000 € par an. Visiblement très détendu à l'approche du scrutin, son secrétaire général affiche sa sérénité. Aujourd'hui, c'est un jour pour se reposer. Je suis venu voir un film et cet après-midi, je vais continuer en allant voir Star Wars. C'est un jour pour se détendre, pour sourire et surtout pour se reposer, car ce dimanche, nous aurons beaucoup de travail. Avocat de formation, Alberto Rivera dirige lui la formation centriste de Ciudadanos depuis 18 mois. Antinationaliste et anticorruption, le jeune parti catalan défend un contrat unique afin de limiter le recours au CDD. Son président a également promis des baisses d'impôts, la suppression du Sénat et la refonte du système judiciaire. À 36 ans, Alberto Rivera ne souhaite qu'une seule chose, le renouvellement des élites gouvernantes. J'ai l'impression d'être devant un moment historique pour ce pays. J'ai l'impression que quelque chose va changer, que c'est une nouvelle étape politique. On a la chance de le vivre, nos parents ont connu une transition, et nous aussi on va connaître une transition. Au coude à coude dans les sondages, les deux partis pourraient bien récolter chacun près de 20% des voix. Un résultat qui mettrait fin au bipartisme politique à laquelle l'Espagne est habituée depuis 1975 et la fin du régime. Pour la première fois en 5 ans de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution sur la Syrie à l'unanimité, la Russie y comprise. Elle prévoit cette résolution l'ouverture des négociations entre l'opposition et le régime, un cessez-le-feu et une transition politique. Les discussions doivent s'ouvrir dès début juin. Les images. Un vote à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, malgré des négociations difficiles. 4 ans et demi après le début de la guerre en Syrie, les grandes puissances ont entériné un plan de paix. Ce Conseil envoie un message clair à toutes les parties
qu'il est temps de mettre fin aux tueries en Syrie et qu'il faut préparer le terrain pour un gouvernement que le peuple de cette terre déchirée, peuple qui souffre depuis longtemps, peut soutenir. Le texte reprend la feuille de route mise au point par les grandes puissances à Vienne il y a quelques mois. La résolution prévoit notamment l'ouverture de négociations début janvier entre le régime syrien et l'opposition. L'instauration d'un cessez-le-feu d'ici un mois avec un mécanisme de surveillance et enfin la création d'un gouvernement de transition dans les 6 prochains mois. En revanche, le sort réservé à Bachar el-Assad n'est toujours pas réglé. Il faut également des garanties sur le départ de M. Bachar el-Assad. Comment un homme pourrait-il rassembler un peuple qu'il a en grande partie contribué à massacrer? La situation du président syrien reste le principal obstacle à un règlement politique du conflit. Pour les Occidentaux, Bachar el-Assad doit quitter le pouvoir. Mais la Russie, alliée de Damas, s'oppose toujours à son départ. Et comme annoncé, nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à la conférence de presse animée ce matin même par le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou. La tentative d'échouer du coup d'État, tout comme le fichier électoral, c'était le menu principal de ce face-à-face avec la presse. Très bonne réception. Au revoir. Donc, comme vous le savez, le message de la nation du président de la République l'a rendu officiel. Un projet de coup d'État visant à renverser les institutions démocratiques légitimes de notre pays a été déjoué. Tous les responsables identifiés de la conspiration ont été arrêtés. Ce sont le général Salou Suleiman, inspecteur général des armées et de la gendarmerie, 2, le colonel Edith Anhawa, commandant de la base aérienne 101, plutôt ex-commandant de la base aérienne 101, puisque aussitôt après leur arrestation, ils ont été tous remplacés dans leur commandement. Et les nouveaux commandants ont pris leur poste immédiatement. Donc 3, le lieutenant-colonel Tahir Ouzarma de l'armée de l'air. 4, le lieutenant-colonel Narey Maïdoka, ex-commandant du bataillon d'artillerie de Tillabéri. 5, le commandant Issoufou Oumarou, ex-commandant du groupe d'intervention de la DGDSE, c'est-à-dire logé à la présidence. C'est une force spéciale dédiée à la lutte antiterroriste qui est logée à la présidence, qui est donc à côté, et qui a participé à la lutte antiterroriste, notamment à Difa, de manière brillante, qui était parmi l'avant-garde de l'intervention au Nigeria dans l'opération Medunama, et qui vient d'ailleurs de rentrer d'une opération avec succès de la région de Tillabéri contre des groupes terroristes qui sont infiltrés dans notre pays. Donc, 6, le capitaine Amadou Shekarao, qui commande la force spéciale aussi dédiée à la lutte antiterroriste, c'est une unité d'élite qui est à Walam. Donc, il est aussi ex-commandant de cette force. 7, le capitaine Issa Amadou Kounché. 8, le lieutenant Korao, qui est du bataillon d'artillerie de Tillabéri aussi. 9, le sous-lieutenant Ousmane Awal Hambali. Si vous vous rappelez de ce monsieur, c'était déjà en 2011 celui qui avait été arrêté. Sitôt le président installé, il venait juste de s'installer comme président, qu'il formait déjà le projet de l'assassiner. Il a été arrêté, libéré par un juge à l'époque, pour insuffisance de preuves. Et il est resté dans l'armée, on n'a pas jugé utile à l'époque même de le chasser de l'armée. Mais enfin, voilà ce que ça coûte de laisser les gens errer après avoir formé, puisqu'on avait vu dans ces ordinateurs à l'époque. Bon,
Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc il s'agit donc de 9 officiers identifiés comme étant responsables de ce coup de force projeté. Ils sont tous, je dis bien tous, aux arrêts. Il y avait le lieutenant Hambali qui s'était enfui. On a pu identifier sa position. Et quand il a su que sa position était identifiée, il s'est rendu. Donc, vous voyez bien, de par les unités que ces officiers commandaient, l'étendue de leur puissance de feu. Vous voyez bien la capacité qu'ils ont de créer et de déstabiliser de manière fondamentale notre pays. Ils avaient projeté cette aventure qui allait entraîner ce pays dans l'incertitude, dans l'inconnu, dans un environnement lourd de menaces. Vous savez bien l'environnement dans lequel nous sommes. Nous avons la Libye, le Nord Mali, nous avons aussi la région d'Ifa, la région du Borno au Nigeria. Donc un environnement lourd de menaces. Au moment où des soldats nigériens se battent et meurent pour défendre l'intégrité de notre pays, pour défendre la sécurité et les biens de nos populations, dans la région de Tillabéri, au nord-ouest, au nord-est, à la frontière libyenne, au sud-est, à la frontière du Nigeria, aux confins du lac Tchad. Tous les jours, des soldats nigériens, des militaires nigériens, des forces armées nigériennes, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et des fonctionnaires de police se battent de manière héroïque, se sacrifient. Pendant que ces menaces sont là, contre lesquelles nous nous battons tous les jours, voilà d'autres qui envisagent de nous entraîner dans des incertitudes, dans une situation encore plus incertaine, favorisant indirectement nos ennemis. Ils avaient projeté de faire cette action le 18, le vendredi 18, au retour du président du défilé militaire de Maradi. Parce que, semble-t-il, ceux qui connaissent, c'est le moment le plus favorable quand la garde présidentielle rentre. Il semble que c'est le moment le plus favorable pour eux pour pouvoir intervenir et neutraliser la défense du président. Mais, à la veille de leur arrestation, ils ont été arrêtés le lundi matin. Donc, le dimanche, ils ont changé d'option. Ils avaient avancé la date d'exécution de leur projet et l'ont ramené au 17. Nous nous étions retrouvés évidemment devant une décision à prendre. Ils ont été suivis, je voudrais le dire, depuis près d'un mois. On attendait qu'ils arrivent à la fin de leurs préparatifs pour pouvoir agir. Nous avons pu conjurer cette conspiration grâce à la loyauté, au patriotisme de certains officiers et sous-officiers qui ont rendu régulièrement compte de la progression du projet de ces messieurs, de ces officiers, en rendant compte à leur hiérarchie. Je voudrais saluer ici leur loyauté, leur patriotisme et leur sens de responsabilité. Ils se sont comportés en soldats, dignes et disciplinés. Donc, grâce à ces militaires, officiers et sous-officiers qui suivaient l'action, nous avons dû décider ou d'anticiper ou d'attendre le début d'exécution. Attendre le début d'exécution, c'est prendre le risque de mort. Mais évidemment, les dispositions sécuritaires étaient prises de toute façon, puisque nous savions. C'est quand même prendre ce risque-là. Et nous avons finalement décidé d'anticiper et de les arrêter le lundi matin. Ce qui fut fait. Voilà pour les faits, tels que je peux les dire aujourd'hui. Ils sont tous aux arrêts. Les militaires concernés, les officiers et sous-officiers qui ont permis de déjouer leurs tentatives témoigneront.
des échanges de SMS et de correspondance entre eux sont à notre disposition. Donc par conséquent, à la disposition de l'enquête. L'enquête n'en est qu'à ses débuts. Elle vient juste de commencer et elle est confiée, comme il se doit, à la gendarmerie, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal militaire. Je suis convaincu et je pense que cette procédure devrait être menée à son terme et qu'un procès devra avoir lieu pour l'exemplarité et pour que ce pays sorte définitivement de ces va-et-vient, de ces à-coups, pour que nous nous engagions dans un processus démocratique permettant de garantir la stabilité des institutions qui en sont élues, des institutions légitimes que le peuple s'est donné. Nous pensons que il faudrait en tirer toutes les leçons à travers un procès. Maintenant, nous avons entendu immédiatement après les activistes de l'opposition monter au chrono sur des médias, notamment étrangers et nationaux, pour dire que c'est faux, pour dire qu'il s'agit de mensonges. Le chef de l'opposition lui parlait carrément de coup d'État fictif. Et qu'on était habitué, le gouvernement, le président de la République, disait-il, les avait habitués à ce genre d'annonces. Je voudrais leur rappeler que depuis 2011, il y a eu une seule annonce de ce genre. C'était en 2011. Il disait qu'on fait ces annonces-là pour détourner l'attention des problèmes politiques auxquels est confronté le pouvoir. En 2011, dans le cas du lieutenant Hambali, le président venait juste de s'installer. C'est en 2011 qu'il y a eu les élections. Il a prêté serment en avril 2011. Et c'est fin juillet, début août, c'est-à-dire moins de 3 mois après son installation que ces événements ont été arrivés. Est-ce qu'en ce moment, il y avait des problèmes politiques? Est-ce qu'en ce moment, on avait déjà eu affaire à des événements dont on voulait détourner l'attention des populations en inventant un coup? C'est le seul cas, je voudrais qu'il m'en ait. Un seul officier avait été arrêté, c'était ce lieutenant Hambali. Il n'y en avait pas eu d'autres. Nous n'avons pas habitué les gens à raconter ce genre d'histoire, à venir dire chaque jour qu'il y a eu un coup d'État. Il n'y a que ce cas-là, et d'ailleurs ce cas s'est avéré, puisqu'on l'a laissé partir, malgré son projet d'assassinat, on l'a laissé partir, on l'a même laissé dans l'armée, et aujourd'hui le voilà qui revient dans le cadre d'une conspiration militaire cette fois-ci, et c'est la première fois qu'on arrête plusieurs officiers dans le cadre d'une conspiration. Donc je voudrais le dire, et c'est clair, c'est pas la peine d'aller vite en besogne et de vouloir enfumer les gens avec des propos négationnistes, avec des propos tendant à banaliser une menace sérieuse contre la sécurité de l'État et contre les institutions démocratiques. Je voudrais que les gens sachent que nous ne trichons pas. Et puis, quel intérêt, nous qui gérons le pouvoir, avons d'annoncer des situations qui donneront l'impression qu'on a affaire à un pays instable? Vous savez très bien que c'est une mauvaise nouvelle pour nous. La mauvaise nouvelle, elle est d'abord pour nous, avant d'être pour qui que ce soit. Ensuite, elle est pour l'ensemble du peuple. Nous sommes ceux qui avons le moins intérêt à dire qu'il y a eu une tentative de coup d'État, à donner cette image d'instabilité de notre pays. Nous le faisons à notre corps défendant. Nous le faisons vraiment de manière triste. Nous sommes tristes de devoir annoncer de tels phénomènes. Parce que c'est mauvais pour notre pays, c'est mauvais pour notre image, c'est mauvais pour l'image du gouvernement, c'est mauvais pour l'image de la République, de notre pays. Donc nous n'avons pas intérêt à annoncer des choses comme ça. Et si nous le faisons, c'est parce que nous sommes obligés de le faire. Mais nous allons nous battre avec détermination pour sauver les institutions démocratiques et pour garantir le rythme de la démocratie, c'est-à-dire organiser à terme échu, dans les délais constitutionnels, les élections libres et démocratiques, pour que le tempo démocratique soit respecté. Ça, c'est l'obligation du président de la République. Il va le réaliser. Ces élections auront bel et bien lieu, Inch'Allah, le 21 février, les élections nationales, c'est-à-dire présidentielles et législatives, telles qu'elles ont été prévues. Inch'Allah, nous nous battrons pour que le processus démocratique continue dans ce pays-là. Nous avons actuellement un gouvernement légitime,
jusqu'au 7 avril, ce sera là la fin du premier mandat. Et faire en sorte que des élections aient lieu et que le nouveau président, quel qu'il soit élu au terme de ce mandat et prenne ses fonctions au terme de ce mandat. C'est ça notre responsabilité. Et cette responsabilité, nous l'assumerons, vaille que vaille. Et nous ferons face à nos obligations. Maintenant, l'opposition parle il lui faut des preuves, puisqu'ils n'ont pas de preuves. Je vous ai dit qu'on s'est retrouvé face, justement, parce que nous nous demandions est-ce que, ou anticiper ou prendre le risque d'avoir des morts, d'avoir une situation peut-être qu'on ne pourra même pas maîtriser malgré toutes les précautions que nous avons prises. Je vous ai dit, vous avez dû comprendre de quelles unités il s'agit, de quel commandant d'unité il s'agit. Mais les preuves qu'ils veulent, là, c'est la preuve du sang qui coule, la preuve des morts. Dans certains de leurs SMS que j'ai avec moi, que nous avons, les échanges qu'ils ont eus, c'est les putschistes avec ceux qu'ils voulaient recruter, ils parlaient de personnalités à supprimer. C'est des SMS dans leurs échanges, des choses. Ils voulaient qu'il y ait des morts peut-être pour que là on leur donne les preuves. Ils voulaient que le coup d'État arrive à son terme. Là, on a des preuves. Ils voulaient que les institutions démocratiques soient renversées et qu'on se retrouve dans une situation d'état d'exception ou dans le meilleur des cas ou dans une situation de chaos. Là, ils auront des preuves. Eh bien, je vais leur répondre que nous ne leur ferons pas ce plaisir-là de leur donner ce type de preuves. Je considère que c'est irresponsable de demander insidieusement d'avoir ce genre de preuves et de vouloir ensuite avoir la prétention de gouverner ce pays. Donc nous ne leur ferons pas le plaisir de leur offrir du sang comme preuve. Voilà ce que je peux dire. Il y a d'ailleurs un des leaders. Je ne préjuge de rien. Pour le moment, nous n'avons au niveau actuel de l'enquête, il s'agit essentiellement de militaires. Mais enfin, il est curieux qu'un d'entre eux ait déjà dit à certains de ses visiteurs que à partir du 18, il y aura des changements. Bon, ça, je le dis de manière tout à fait parallèle, mais ça n'est pas une preuve de connivence. Mais enfin, les appels, vous voyez dans leur déclaration d'hier, ils disent tout simplement que, puisqu'il est impossible de remettre le fichier qui respecte dans les 4 jours, le régime, ni le gouvernement ne bénéficie-t-il d'aucune légitimité. Seul le dialogue politique pourrait déterminer une démarche alternative. De ce genre de propos qui jurent avec les engagements démocratiques, qui jugent avec le tempo démocratique de notre pays, parce que le tempo démocratique, tout le monde le connaît. Le 7 avril, c'est fini. C'est normalement un autre président, un autre gouvernement. Ça peut être le même. Je souhaite que ce soit le même, mais ça peut être un autre. Mais de toute façon, à l'issue d'élections libres et transparentes, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, dire que ce gouvernement est illégitime et qu'il doit partir et qu'on doit engager des négociations pour une transition parce que, dans leur agenda, ils ont décidé de retarder les choses pour qu'on se retrouve dans une situation d'impasse. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Des gens comme ça, nous ne leur donnerons pas le plaisir, nous ne leur ferons pas ce plaisir de leur donner les preuves qu'ils attendent. Nous estimons que nous avons suffisamment de preuves. Nous avons suffisamment et nous avons pris nos responsabilités en étouffant dans l'œuf la conspiration.